Bien, bonjour, je me présente, je m'appelle Frédéric Paillet, je travaille au Centre national d'études spatiales sur le projet Gaïa et accessoirement je suis aussi astronome amateur et intéressé par tout ce qui concerne l'astronomie. Et le sujet d'aujourd'hui, donc de cette vidéo, c'est de parler des marées. Alors c'est pas tellement relié à l'astronomie, en tout cas pas a priori, mais j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez compris que finalement les marées, c'est un peu dans tout l'univers. Donc voilà, les marées, ce qu'on en connaît tous, c'est avant tout la marée qui monte, la marée qui descend, donc la mer, un phénomène qui semble uniquement toucher l'eau et l'eau sur Terre. Voilà, donc les deux images typiques qu'on voit lors de la marée. En fait, il faut commencer par l'origine de la marée, c'est-à-dire qu'est-ce qui la crée. Ce qui crée la marée, c'est la force de gravité. Donc, j'ai mis la photo de Isaac Newton qui a mis en équation cette force-là. Donc, c'est très simple, la force de gravitation. C'est une force donc, qu'une masse M1 exerce sur une masse M2. Elle exerce une force F2 sur la masse M2. Et inversement, la masse M2 exerce une force F1 sur la masse M1. Et les deux forces sont égales, en tout cas en valeur, en mesure, et égale à une constante multipliée par le produit des masses divisé par le carré de la distance entre les deux masses. Voilà, c'est extrêmement simple comme formule, beaucoup plus simple que les formules découvertes plus récemment au XXe siècle par Einstein. Donc ce qu'avait mis en équation Newton était vraiment extrêmement simple. Et on va voir qu'avec une formule extrêmement simple, il y a des effets qui sont extrêmement compliqués justement à l'envers, et notamment les marées. Alors, l'explication la plus simple et la plus rapide des marées, c'est d'expliquer ça par une différence de gravité. Alors, il faut regarder le graphique à gauche et prendre par exemple, en imaginant que ça c'est la Terre, et qu'à gauche, quelque part, un peu plus loin après les flèches, il y a la Lune qui exerce l'effet de la marée. Et en fait, la Lune crée la marée uniquement parce que elle n'attire pas la Terre, tous les points de la Terre, là, le cercle gris, le disque gris, de la même manière. Tout ça parce que on est en 1 sur R carré. Donc au milieu de la Terre, elle attire, l'attraction de la Lune, elle est représentée par le vecteur rouge. Et sur un point qui est plus près de la Lune, c'est-à-dire ce point-là qui est en face de la Lune, l'attraction va être un peu plus importante. Et sur un point où elle est un peu plus éloignée de la Lune, l'attraction sera moins importante. Et tout le phénomène de marée s'explique uniquement par la différence entre ces deux vecteurs. Donc le vecteur rouge a été représenté un peu partout au même endroit que le début des vecteurs bleus. Et si vous faites le bleu moins le rouge, en fait c'est la relation de Chasles, vous obtenez un petit vecteur comme ça, dans ce sens-là, que j'ai mis ici sur le schéma de droite. Donc vous obtenez une légère différence d'attraction entre le centre de la Terre et ce point-là, qui est dans le sens de la flèche verte. Et vous voyez que c'est pas la peine de se compliquer la vie, vous pouvez avoir exactement le même phénomène de l'autre côté. Donc la petite flèche verte là, c'est la bleue moins la rouge. Bon, la rouge étant plus grande, ben, la rouge, le résultat va dépasser vers la droite. Donc la différence de gravité explique totalement les marées terrestres, et notamment le fait qu'il y ait une marée du côté de la Lune et une marée de l'autre côté de la Lune. Ça, c'est une version un petit peu simplifiée. Je viendrai tout à l'heure je regarderai ça avec un peu plus de détails tout à l'heure. L'erreur fréquente typique, là vous avez vu l'explication que j'en donne, l'erreur fréquente qu'on trouve dans des sites internet, et y compris parfois dans des livres, c'est d'expliquer le bourrelet, enfin la marée haute opposée à la Lune, par une sorte de force centrifuge, alors centrifuge avec des guillemets parce que c'est un peu le mystère, qui sera expliqué par le fait que la Terre et la Lune sont toutes les deux en rotation autour du barycentre Terre-Lune qui se trouve à peu près par là, hein, qui est toujours dans la croûte terrestre. Sauf que ça, si on fait les calculs, ça ne tient pas du tout. Alors que l'explication du différentiel de gravité qui a été faite juste avant est extrêmement simple et extrêmement généralisable et ça tient tout à fait. Voilà, donc si vous voyez ça dans certains schémas qu'on trouve assez fréquemment, c'est faux. J'explique maintenant donc, pourquoi les marées sont assez généralisables dans l'univers. Donc le premier exemple typique, mis à part évidemment la mer, donc on va monter et descendre.
C'est le Io, le satellite de Jupiter, le plus gros et le plus près en fait des 4 satellites galiléens. Io est en permanence soumis à une activité volcanique énorme. Et ça s'explique par le fait que c'est la Lune la plus proche de Jupiter et que les marées de Jupiter, une très grosse planète, très massive, déforment la planète. Alors, il n'y a pas d'océan, donc c'est la croûte qui est déformée. Donc l'effet de la marée s'applique aussi sur la croûte et sur les solides. Et l'effet de la marée est tellement fréquent et tellement fort que cette planète-là, ça lui génère une chaleur, en fait. Elle est en permanence malaxée par Jupiter. Et c'est ce qui crée le phénomène qu'on trouve sur la surface. Une surface qui est très jeune parce qu'elle a été renouvelée très très souvent. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, pour montrer que c'est pas que l'eau qui monte et qui descend, c'est quand en 1994, on a eu une comète qui s'est rapprochée de Jupiter, rapprochée tellement à tel point qu'elle s'est écrasée sur Jupiter. Et alors moi, je me rappelle à l'époque, je m'étais intéressé à ce phénomène, et je me suis dit, mais pourquoi cette comète, c'est plus une comète en un seul morceau, mais c'est une comète en un chapelet de petits morceaux comme ça. Mais tout simplement parce que la force de marée de Jupiter, toujours la même, elle était tellement forte par rapport à la cohésion de la comète elle-même, qu'elle l'a cassée en morceaux. En fait, l'attraction de la partie de la comète qui était plus proche de Jupiter était tellement plus forte que l'attraction de l'autre morceau, qu'elle s'est cassée en morceaux. Elle s'est tout simplement étirée et ensuite elle s'est cassée. Et donc ça a donné sur Jupiter des traces dans l'atmosphère haute de Jupiter, non pas sous forme d'une seule trace, mais plusieurs traces. Voilà, ça c'est un autre effet. Un autre effet que je connais bien parce que c'est plutôt dans le spatial, le fait que la gravité produise un gradient, puisque c'est du 1 sur r carré, a été utilisé par certains satellites pour les stabiliser. Et notamment, il suffisait de mettre une masse au bout d'un mât, donc on crée une sorte de différence de masse assez importante sur un axe. Donc c'était le cas du satellite Cerise en 1995. Et cet écart entre les masses là créait une sorte de sensibilité du satellite au gradient de gravité. Et le satellite, naturellement, s'orientait avec cet axe-là de haut en bas. Donc ça coûtait aucun ergol, aucun carburant, ça coûtait rien finalement. Alors après, évidemment, on a changé de technique parce que c'était pas hyper efficace, mais le gradient de gravité a été utilisé par des machines. Bon, il se trouve que pour la petite histoire, le mât de ce satellite a été cassé par un débris spatial. Mais pour ça c'est une vue d'artiste, hein, c'est pas une vraie photo. Et donc, il est resté un petit peu connu dans le monde du spatial à la fois pour ce gradient de gravité, pour cette manière de le stabiliser, mais aussi parce que il a été victime d'un débris spatial déjà à l'époque, on en parlait. Voilà encore un exemple. Donc, si je reviens sur Terre, et je généralise un peu ce que je disais tout à l'heure, je répète un petit peu. Donc vous avez les petits vecteurs là, de différentiel de gravité qui sont créés d'un côté et de l'autre. Et puis évidemment, pareil, là, hein, si on fait la différence de vecteurs, on voit bien que bah, ça écrase un petit peu la Terre comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça fait essentiellement sur les parties les plus mobiles de la Terre, c'est-à-dire les océans? Ça crée une marée haute d'un côté, une marée haute de l'autre côté de la Lune, le côté opposé à la Lune, et puis deux marées basses aux côtés qui sont les quatrièmes côtés, troisième et quatrième côté. Si on fait la même chose avec le Soleil, on obtient un autre effet qui peut soit se cumuler avec celui de la Lune, soit ne pas se cumuler, donc être en quadrature. Donc quand ils se cumulent, bah, on a par exemple la Lune qui est ici. Donc quand la Lune est à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre, bah, ça s'appelle la pleine Lune. Mais ça marche aussi quand la Lune est du même côté que le Soleil, hein, la nouvelle Lune. Donc quand les deux sont alignés, bah, en fait les deux effets du Soleil et de la Lune se cumulent. On appelle ça les vives eaux. Et puis quand c'est pas le cas, en fait, quand la Lune est en quadrature, c'est-à-dire premier quartier et dernier quartier, on a plutôt les marées de mortes eaux. Et c'est facile à vérifier en allant voir des tables de marée. Et en regardant les phases de la Lune, on voit très bien les écarts. Les coefficients sont beaucoup plus faibles en mortes eaux qu'en vives eaux. Alors, qui gagne? On dit toujours la marée, c'est la Lune. Mais en fait, le Soleil est beaucoup plus gros que la Lune. Et pourquoi le Soleil n'a pas un effet plus important sur les marées terrestres que la Lune? En fait, ça se voit en faisant un petit calcul très simple.
puisque là, on a vu tout à l'heure, la gravité, c'est du m, masse centrale divisé par r carré. Sauf que le différentiel de gravité, ça c'est un petit peu de mathématiques, il faut considérer la dérivée. La dérivée, c'est en m sur r cube. Et si on fait ça pour la Lune, ben, on prend la masse de la Lune, on multiplie par la distance de la Lune au cube, enfin, on divise pardon, hein, par les distances de la Lune au cube, on obtient un certain chiffre. Si on fait pareil avec le Soleil, évidemment, en adaptant la masse du Soleil divisée par la distance du Soleil, on obtient un chiffre qui est à peu près 2,2 fois plus petit. Et donc, on voit bien que si on considère le 1 sur r carré, bah, c'est le Soleil qui gagne, parce qu'il est plus gros, etc., malgré sa distance. Mais si on considère le 1 sur r cube, bah, le R du Soleil est très, très défavorable. Donc, c'est lui qui fait pencher la balance du côté de la Lune. Donc, en fait, c'est bien la Lune qui a un effet de marée plus important. Donc, il y a une courbe là qu'on peut recalculer facilement. Donc, ça, c'est la distance normalisée entre la Terre et le Soleil et la Lune. Normalisée, c'est-à-dire par rapport à leur distance réelle. Donc, et on voit que à la distance 1, c'est-à-dire à la distance normale, celle qui est dans les formules-là, on a bien la Lune qui est beaucoup plus importante en termes de 1 sur r cube que le Soleil. Alors, venons-en à des effets un peu plus concrets. Le fait qu'on ait des pleines mers, des basses mers, et que c'est lié au premier ordre à la Lune. On peut prendre un exemple comme ça, qui n'est pas tout jeune, mais qui marche encore, hein, pas de raison. Regardez par exemple pour une station de la côte, à quelle heure, un jour donné, se trouvaient les pleines mers et les basses mers. On va regarder les pleines mers surtout. Donc une pleine mer à 19h29, une autre pleine mer à 23h10. Et avec un logiciel d'astronomie qui s'appelle Stellarium, vous pouvez très facilement regarder à quel moment la Lune est au plus haut dans le ciel, c'est-à-dire à quel moment elle est en face de nous sur Terre. Alors si on se met au Cap Ferret et qu'on regarde avec Stellarium, on obtient la chose suivante. On obtient la Lune qui passe au plus haut dans le ciel, à peu près à 20h. Alors que la pleine mer, c'est à 23h10. Donc déjà, vous voyez que le schéma que j'ai montré tout à l'heure, où on voyait le bourrelet de la pleine mer en face de la Lune, il n'est pas tout à fait vrai. Donc c'est finalement un phénomène un petit peu plus compliqué que ça, la marée. Et ça, c'est généralisable. Si vous cherchez à d'autres dates, c'est facile, hein, avec un petit peu de calcul. Trouver à chaque jour la date à laquelle la Lune passe en face de l'observateur, ce qu'on appelle le passage au méridien. Elle est en plein sud et au plus haut dans le ciel par rapport à quelqu'un sur Terre, un lieu sur Terre. Et vous regardez à quelle heure se produit la pleine mer, et vous obtenez un décalage, donc une courbe qui ressemble à ça, avec une valeur qui tourne pour le Cap Ferret, autour de 3h30. Voilà, une valeur moyenne, à peu près, hein, voilà. Donc vous avez un minimum de 2 heures et un maximum de 4h30, et avec une moyenne donc de 3h30. Et cette différence-là, entre le moment où la Lune passe au méridien et le moment où la pleine mer arrive, cette différence-là, c'est ce qu'on appelle l'établissement du port. C'est un joli nom, je trouve, mais un joli nom qui n'est pas très scientifique. En anglais, c'est un peu plus sympa, je trouve. Il s'appelle l'unitidal interval. Donc c'est vraiment un écart de temps entre la Lune, finalement, entre la cause et l'effet. Alors pourquoi on a ça? On a ça parce que on n'a pas les mêmes, contraintes sur Terre. La marée, évidemment, c'est de l'eau qui se déplace. Et tout ça, c'est lié, enfin, c'est influencé par tout un tas de phénomènes, et notamment le relief marin, la forme de la côte, le fait que ce soit, comme on voit là dans la Manche, une mer assez étroite. Donc cette valeur-là de l'établissement du port, c'est-à-dire, je répète, l'écart de temps entre le moment où la Lune passe au méridien et le moment où la pleine mer se produit, cet écart-là, il varie en fonction du lieu géographique. Vous voyez que plus on rentre dans la Manche, et plus l'écart est important. On va jusqu'à 11 heures d'écart ici, donc vous avez carrément une marée presque de différence entre ça et puis le passage de la Lune. Et puis sur toute la côte atlantique, c'est assez simple, en fait, c'est 3h30 partout, et ce qui correspond à la courbe que j'ai montrée juste avant. Évidemment, ça doit se calculer aussi pour tous les autres points ailleurs sur Terre.
Voilà, j'ai pas fait le calcul, j'ai trouvé ça quelque part. Donc voilà, l'établissement du port. À l'époque, j'avais un ami qui habitait près de la mer. Il avait une montre assez magique, je trouvais, et je m'intéressais déjà à l'astronomie. Et je me suis dit, mais comment sa montre arrive à calculer l'heure de marée alors qu'elle est au courant de rien? Elle est même pas au courant de là où il est. Et en fait, il suffisait juste de lui dire quel est le lieu, donc avec notamment une longitude, hein, ça suffit. Le lieu permet de déterminer l'établissement du port. Avec un calendrier lunaire et la longitude, bah, la montre est capable de calculer l'heure de passage de la Lune au méridien, l'heure de passage en plein sud, au plus haut dans le ciel. Et puis une fois qu'on a l'heure de passage au méridien et l'établissement du port, hein, bah, on peut faire facilement la différence. Donc on obtient l'heure de marée. Alors sauf que ça, vous avez vu dans la courbe tout à l'heure, c'est à 1h30 près, environ 1h30, 2 heures près, parce que cet écart, cet établissement du port n'est pas constant d'un jour à l'autre, c'est juste une moyenne. En fait, c'est quand même pas mal d'avoir, même à 1h30 près, l'heure de pleine mer et de basse mer. Ça permet d'éviter d'être, soit de faire les calculs soi-même, soit d'être complètement dans le flou si on a un bateau et qu'on veut sortir avec. Voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, avec un smartphone et l'accès à Internet, on a beaucoup plus facilement ces informations qu'à l'époque. Mais bon, il y a quelques années, c'était vraiment, je trouvais un objet assez magique, cette montre-là. Alors pourquoi il y a un écart entre la Lune qui passe au méridien, c'est-à-dire la cause, et la marée qui est la conséquence? Ben, tout simplement parce qu'il ne faut pas considérer ça comme un effet statique, il faut considérer ça comme un phénomène vibratoire. Vibratoire, ça veut dire qu'on va solliciter quelque chose qui bouge, qui va faire des ondes, et cette chose qui bouge va réagir de manière différente selon les conditions. Alors, typiquement, quand vous prenez une ficelle et que vous bougez, ou en prenant un trampoline, en essayant de solliciter le trampoline une fois dessus, avec différentes fréquences, vous voyez que c'est facile à voir qu'à certaines fréquences, ça réagit, d'autres pas. Donc il y a des histoires de résonance. Et donc, c'est un peu ce qui se passe en fonction de la manière dont l'océan ou la mer réagit à l'attraction lunaire et aux écarts d'attraction, puisque en fait c'est quelque chose de périodique. C'est ça qui va donner les marées. Et c'est pour ça que selon le lieu où on est sur Terre, la marée sera très différente. Et d'ailleurs, on trouve facilement des graphiques comme ça qui montrent bah, que vous avez typiquement, comme nous, sur l'Atlantique, deux marées par jour. Mais dans d'autres endroits du globe, vous avez des marées deux par jour, mais pas égales, donc avec une petite et une plus grande. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Vous avez des trucs un peu curieux, genre marée mixte, on va dire, un mélange entre les deux, et puis carrément des endroits sur Terre où il n'y a qu'une seule marée par jour. Voilà, c'est toujours pareil, un endroit de la Terre où la géographie locale réagit de manière différente et élimine une des deux marées. Voilà, un autre phénomène intéressant, là aussi on arrive un peu dans l'astronomie, on n'est plus dans la marée océanique, mais c'est pour vous montrer un peu le côté généralisable de tout ça. C'est l'explication de l'accélération de la Lune. Alors, on va imaginer que la Terre tourne sur elle-même, elle tourne sur elle-même en 24 heures à peu près. La Lune tourne autour de la Terre en beaucoup plus longtemps, en 27 jours et demi. Donc, clairement, la Terre tourne plus vite que la Lune. Et qu'est-ce qui se passe donc? Ben, en fait, le bourrelet a tendance à avancer, en supposant évidemment qu'il soit en face, hein. Je fais abstraction de ce que j'ai dit avant, je fais une petite simplification. Le bourrelet a tendance à avancer plus vite que la Lune, parce qu'il est entraîné par la Terre. Pourquoi il est entraîné par la Terre? Parce que bah, tout simplement, la Terre n'est pas qu'un océan, il y a des frottements, et la marée ne réagit pas directement. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Ce bourrelet-là, il crée une petite attraction supplémentaire sur la Lune. Cette attraction a tendance à l'accélérer. Et quand on connaît bien la manière dont réagissent les satellites, quand on les accélère, ils ont tendance à monter et s'éloigner de la Terre. Et inversement, la Lune, elle crée une attraction aussi sur ce bourrelet-là, et donc ça fait ralentir la Terre. Voilà. Donc les deux effets connus de l'évolution de l'orbite de la Lune et de la rotation de la Terre, donc le fait que la Lune accélère et s'éloigne et que la Terre ralentit, ces deux effets-là sont créés eux aussi uniquement par le fait qu'il y ait des marées.
on peut généraliser ça. Vous prenez un corps B en orbite autour d'un corps A. Vous prenez sa période de rotation. Donc, la rotation de A sur lui-même s'appelle TA. Donc, c'est les 24 heures de la Terre. La période de révolution de B autour de A, on appelle TB, la période de B. Si B tourne plus lentement que A, donc c'est le cas de la Lune, 27 jours, etc. pour un jour, le corps B va s'éloigner de A et la rotation de A va ralentir. Voilà, c'est vraiment le cas de notre Lune. Par contre, on a d'autres cas dans l'univers qui sont et si B tourne plus vite que A, donc la période B est inférieure à la période A, bah, tout simplement, l'effet de marée va faire que B va tomber petit à petit, va se rapprocher de A et va finir par tomber s'il y a une atmosphère typiquement. Et ça va aussi accélérer la rotation de A. Alors je vais donner deux petits exemples, mais d'abord, dire c'est quoi la limite entre les deux? Bah, la limite, c'est quand TB égale TA. TB égale TA, en gros, c'est un satellite tourne autour de la Terre à la même vitesse que la Terre, elle tourne sur elle-même. Et tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire, là où le CNES et d'autres stations, d'autres agences et d'autres entreprises ont mis des satellites pour nous offrir des services sur Terre. Et alors ça ne marche pas que sur la Terre. Sur la Terre, on peut faire l'exemple de la Lune. Typiquement, la Lune, elle est à 384 000 km en moyenne. L'orbite géostationnaire, si on considère l'écart avec le centre de la Terre, c'est 42 000 km. Voilà, l'un et l'autre sont différents. La Lune, elle est au-delà de l'orbite géostationnaire, donc elle va s'éloigner indéfiniment, comme on l'a vu tout à l'heure. Par contre, si on regarde sur Mars, on peut s'amuser à calculer l'équivalent de l'orbite géostationnaire de Mars, selon sa masse et sa période de rotation sur lui-même. Et on peut s'apercevoir qu'il y a deux lunes autour de Mars, Phobos et Deimos. La première, elle est à 9000 km du centre de Mars. Donc, elle est en deçà de l'orbite géostationnaire, pas géostationnaire parce que c'est pas Mars, c'est sur Mars, mais vous comprenez le principe. Donc, celle-là, elle va clairement tomber. Donc, Phobos est en train de tomber tout doucement sur Mars. Pas pour tout de suite, Et inversement, Deimos, qui est l'autre lune de Mars, elle est à 23 000 km, donc c'est au-delà de l'orbite géostationnaire. Donc Deimos va faire comme notre Lune, va s'éloigner indéfiniment et ralentir Mars aussi. Voilà, donc tout ça, dès lors que vous avez un corps qui tourne autour d'un autre, vous avez ce phénomène qui peut se généraliser. Et tout ça à cause des marées. Alors je me suis amusé aussi à regarder ce qui se passerait près d'un trou noir. Alors, on est loin des marées océaniques là, mais c'est pas grave. Je pense que c'est intéressant d'un point de vue astronomique. Parce que souvent on dit, mais qu'est-ce qui se passe quand on s'approche d'un trou noir? Alors, amusons-nous à regarder quelle est la force de marée finalement, le différentiel de gravité entre notre tête et notre corps, le centre de gravité de notre corps. Alors, c'est assez facile, il suffit de calculer le poids d'une tête humaine, enfin bref, il y a quelques calculs à faire, c'est pas très compliqué. Et compte tenu de la taille d'un corps humain, on peut facilement se dire, tiens, entre le haut de ma tête et puis le centre de gravité de mon corps, j'ai sur Terre, en gros, 10-5 newtons d'écart. 10-5 newtons, c'est-à-dire presque rien. C'est insensible, en fait. On peut pas le sentir, évidemment. À la surface du Soleil, on se dit, bah, tiens, le Soleil, c'est beaucoup plus gros, donc on pourrait imaginer que c'est beaucoup plus important. Bah non, en fait, le différentiel de gravité autour du Soleil n'est pas énorme. Donc, si on allait à la surface du Soleil, c'est pas l'effet de marée qui nous ferait mal. Ce serait évidemment autre chose, on aurait très, très, très chaud. Mais l'effet de marée ne nous ferait rien. Et amusons-nous quand même à regarder sur des animaux, entre guillemets, astronomiques un petit peu plus perturbants, qui sont les trous noirs. Le premier exemple, c'est un trou noir stellaire. Un trou noir stellaire, c'est la masse du Soleil suffisamment concentrée pour que ça soit suffisamment massif pour que même la lumière ne puisse pas s'en échapper. Donc un trou noir. Il faut imaginer la taille du Soleil, enfin la masse du Soleil, pardon, ramenée à la taille d'une ville, quelques kilomètres. Une ville comme Toulouse, Paris, ça fait typiquement la taille d'un trou noir stellaire. Donc c'est ce qui peut arriver en fin d'une vie d'une étoile. Si vous vous mettez à 1000 km de ce trou noir, donc la taille d'une ville, vous mettez à 1000 km, déjà vous avez une différence de gravité entre votre tête et votre corps qui fait 790 newtons, c'est-à-dire l'équivalent de notre poids sur Terre. Alors, si pour ceux qui ont compris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre tête a envie de s'arracher de notre corps déjà. Et donc, une force équivalente au poids de notre corps. Donc, en gros, c'est comme si on était pendu.
Donc je ne vous conseille pas de vous approcher d'un trou noir stellaire suffisamment, enfin à cette distance-là, vous aurez des soucis. On peut regarder aussi ce qui se passe avec un trou noir plus petit, un trou noir de la masse de la Terre. Alors, je ne sais pas trop si ça existe. Un trou noir de la masse de la Terre, ça ferait à peu près 2 millimètres. 2 millimètres. Donc vous prenez la masse de la Terre, hop, vous mettez ça en 2 millimètres, ça fait un trou noir. Et si vous vous mettez à 15 km de ce petit trou noir de 2 millimètres, ben, vous avez déjà la même force. Vous êtes déjà considéré, enfin, dans un état de pendaison avancé. Voilà, donc pareil, si vous voyez un petit trou noir de la taille de la Terre, ne vous approchez pas. Et par contre, ceux qui nous font très très peur, les gros trous noirs, qu'on appelle trous noirs supermassifs, moi je trouve que rien que le mot fait peur. Ce trou noir supermassif, typiquement celui qu'on a au centre de notre galaxie, qui s'appelle Sagittarius A étoile, il fait 4 millions de masses solaires, 4 millions de fois la masse de notre Soleil, donc c'est vraiment énorme. Bah, si on arrivait à près de son horizon, l'horizon d'un trou noir, c'est là où on peut plus s'en échapper, hein. Donc une fois qu'on est là-dedans, bah, même la lumière s'en échappe pas. Et bien en fait, on serait pas mort à cause de la différence de gravité, bizarrement, puisque le calcul donne à peu près 3 × 10 - 5 newtons. Donc un peu comme sur Terre, hein, on serait à peine plus, enfin, on s'en rendrait pas compte. Voilà. Donc là aussi, même si on s'en rend pas compte, c'est pas une bonne idée de le faire. Donc voilà, petit épisode sur les trous noirs. Des autres conséquences des marées, je disais dès le départ que c'était vraiment un phénomène très répandu avec beaucoup de conséquences, des conséquences sur beaucoup de corps dans l'univers. Donc typiquement sur la Terre, on a aussi des marées terrestres. Il n'y a pas que l'océan qui se déplace et qui se déforme. Évidemment, c'est le plus spectaculaire parce qu'il est liquide, mais on voit aussi des effets sur la gravité terrestre, enfin sur la croûte terrestre. La croûte se déforme de quelques dizaines de centimètres, ça monte et ça descend tous les jours, 2 fois par jour, comme pour l'eau, voilà, d'une trentaine ou quarantaine de centimètres. On a d'autres effets aussi similaires sur l'atmosphère. L'atmosphère, c'est un fluide, hein, donc, est soumis à des forces de marée. Si vous êtes un satellite et que vous êtes trop bas près de l'atmosphère, vous allez frotter plus au moment où vous êtes en face de la marée. Donc ça fait des variations de pression. Vous avez aussi les mascarés. Alors ça, c'est un phénomène très spectaculaire hein, que j'adore personnellement. Il faut aller à la bonne date, si on peut, près d'une pleine lune ou près des équinoxes, ou près d'une nouvelle lune, et puis aller, par exemple, du côté de l'embouchure de la Dordogne ou de la Garonne, qui sont des rivières qui sont très favorables, et puis attendre ce qu'on appelle le mascaré. Alors c'est une sorte d'onde qui se crée, euh, qui est créée par la marée montante, et qui rencontre le courant de la rivière qui descend. Et les deux font que ben, ça crée une onde, et ça fait une vague. Cherchez sur Internet, regardez des vidéos, mascaré. Ça fait des vagues de presque 1 mètre de haut, hein. J'ai vu ça sur la Dordogne. Et il y a même des gens qui s'amusent à surfer sur ces vagues. Donc tout ça, c'est aussi un phénomène alors, extrêmement difficile à expliquer et à calculer, mais c'est un phénomène qui est lié aussi à la marée. Et puis encore, un effet extrêmement simple, que tout le monde peut voir n'importe quand, dès lors qu'on arrive à voir la Lune, tout simplement, la Lune, elle nous montre toujours la face visible de la Lune. Comment ça se fait? Tout simplement parce qu'elle aussi, tout comme le satellite Cerise qu'on a vu tout à l'heure, elle est stabilisée par gradient de gravité. Il y a quelque part une petite... euh, la Lune n'est pas exactement ronde et exactement... les masses ne sont pas réparties de manière extrêmement uniforme. Et donc, elle s'est naturellement orientée vers la Terre par son gradient de gravité. Voilà. Donc tout ça avec l'effet de marée. Donc en conclusion, c'est un peu le phénomène du départ. On peut dire que la marée, c'est vraiment pas que la mer qui monte et qui descend, même si ceux qui habitent au bord de la côte, pour eux, sont vraiment habitués à ce phénomène quotidien, phénomène que j'adore hein, personnellement. Mais si on le regarde d'un point de vue de l'astronomie, il est vraiment généralisable à tout système à gravité centrale, donc c'est-à-dire quasiment tout l'univers. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu autant que moi de la préparer et je vous remercie.